Alors bonjour, c'est reparti pour une vidéo analyse critique par rapport au Vedanta et par rapport à ce que je trouve sur le web et principalement YouTube. Je fais toujours des recherches en espérant tomber sur un enseignant du Vedanta traditionnel, ce qui est extrêmement rare. Ce qui est rare déjà au niveau de la sphère globale, à part en Inde, bien entendu, mais c'est pas quelque chose qui s'est expatrié extrêmement bien. Et alors, quand on plonge dans le milieu francophone, alors là, c'est rarissime. Je n'en ai toujours pas, à ce stade, trouvé un seul digne de ce nom, donc un enseignant de l'Advaita Vedanta. Donc, vraiment dans la tradition, le Vedanta n'étant ni une philosophie, ni euh, une religion, etc., mais bien un outil de connaissance du soi qui n'a qu'un seul objectif, la réalisation justement du soi, la libération, moksha, pour reprendre le terme sanskrit correct, et qu'on appelle tout simplement l'illumination dans les milieux New Age, etc., et que j'utilise à gogo aussi, vu que ça, les gens ont l'air de comprendre de quoi on cause. Alors, comme je ne retrouve rien sur l'Advaita Vedanta en tant que tel, en tant qu'outil, du coup, je cherche non-dualité parce que l'Advaita Vedanta, Advaita veut dire non-duel. Et, et donc, ce merveilleux outil nous permet de réaliser la nature non-duelle du soi, de la conscience que nous sommes, de Brahman, tout ça sont des synonymes. Donc ici, je suis tombée sur cette vidéo qui s'intitule Le retournement de l'attention dans le cœur. J'ai écouté peut-être une minute, hein, donc je ne sais pas du tout où ça va partir. Ce que je vois par contre, c'est non-dualité dans le titre de la vidéo. Donc c'est un échange entre cette jeune femme, Emmanuelle Herrera, et un monsieur qui s'appelle apparemment Charles Coutarel. Bref, ça va causer donc normalement de non-dualité. On va voir ça. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Donc, cette analyse est vraiment objective dans le sens où je n'ai rien pour ou contre eux. Et de toute façon, je ne suis pas là pour juger des personnes, ni leur chemin, leur parcours, etc., mais bien ce qui est dit. Parce que à partir du moment où on fait des discussions publiques, etc., ça a toujours une forme d'enseignement. Et le Vedanta étant un enseignement aussi, il est logique de comparer les enseignements entre eux. Et surtout, mon but n'est pas de faire l'intelligente, comme certains le pensent, mais bien de permettre aux gens de réaliser la puissance du Vedanta quand on s'en sert, quand on le retransmet correctement, sa précision, son absence totale de flou et sa logique implacable. C'est pour ça que il est aussi dans la tradition de confronter le Vedanta à d'autres courants, que ce soit des philosophies, des religions, etc., ou des gens tout simplement qui transmettent ce qu'ils vivent à travers ou ce qu'ils ont en tout cas déduit, compris à travers leurs expériences personnelles. Avant de démarrer la vidéo, qui est courte, qui est 10 minutes, je lis ici dans la description le retournement de l'attention dans le cœur, c'est comment je me sens à chaque instant et c'est être authentique depuis ce cœur qui sait si on est en vérité ou si on se ment. Donc moi déjà quand je lis ça, c'est ok, je branche avec moi-même depuis l'intérieur et je vois si les choses sont alignées à moi ou pas. Bon, ça c'est la façon dont moi je le comprends. Cette voie ramène à soi. Bof. Là, personnellement, je suis pas vraiment d'accord, mais bon, peut-être c'est moi qui comprends mal l'angle qu'elle est en train de prendre. Et par là même, on est ici et maintenant dans le corps, dans le senti, c'est lié. Ben non, là déjà, avant d'écouter la vidéo, je ne peux pas dire que être ici maintenant dans le corps et dans le senti, que ce soit un ressenti physique ou un ressenti émotionnel par rapport à ma psyché, euh, ça ne peut justement pas être ça le soi, parce que le soi n'a pas de corps, il n'a pas de ressenti, il n'a pas de mental, etc., etc. Donc, je ne peux pas expérimenter le soi, parce que c'est pas une expérience, c'est tout simplement le témoin de l'expérience. Donc là déjà, bof. Bon, on va voir le contenu. Il y aura peut-être de belles révélations.
En tout cas, si je peux vous donner un conseil, de grâce, ne vous arrêtez pas au personnage, c'est-à-dire à moi, en tant qu'enseignante, mais bien en contenu, à ce que je vais vous dire, enfin ce que je vais dire par rapport à ce que j'entends, parce que ce sont là les pépites du Vedanta et on s'en fout en fait de la personne, de l'enseignant qui retransmet. C'est l'enseignement qui est important. C'est parti. Est-ce que tu pourrais nous dire comment toi tu l'as vécu ce basculement? Dans un étonnement absolu. Parce que moi, j'avais pas du tout de quête spirituelle, j'avais jamais entendu parler de cette histoire d'éveil ou d'autre chose. Donc, pour moi, c'était un étonnement complet et en même temps une évidence complète, quoi. Mais donc, voilà, j'étais largué, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que Elle disait que j'étais pas le du personnage que jour au j'étais. lendemain, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as remarqué qui se passait? Bah, Euh, rien, moi, j'avais entamé un petit travail, mais personnel, hein, complètement d'authenticité vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon relationnel. Et donc, à force d'éplucher, j'avais déjà évacué pas mal de choses. Et jusqu'au moment, bon, bah, j'ai... Pardon pour les répétitions. Donc, je taillais les shorts à tout le monde. Et puis après, bah, comme j'avais taillé les shorts à tout le monde, j'ai taillé le short sur moi. Je me suis taillé mon propre short. Et donc, une fois que je me suis taillé mon propre short, je suis resté dans un blanc complet. Et ce blanc s'est complètement transformé et c'est là que la réalisation s'est produite, pour faire court. alors, Et donc, quand je me taillais un propre short, c'est-à-dire, tu c'est-à-dire t'auto-critiquais? tous les petits mensonges qu'on se raconte à soi-même, toutes les petites histoires qu'on se laisse croire que c'est vrai alors que c'est pas vrai du tout, D'accord. en fait. Ok. Voilà. Ok. Et les Alors, bon, déjà là, j'arrête. Pourquoi? Parce que, attention, de nouveau, il faudrait voir les détails, etc. Mais quand on lui demande, la jeune femme lui pose la question, qu'est-ce qui a fait la bascule? J'aime bien cette expression, c'est une expression que j'utilise moi-même par rapport à la réalisation du soi. Il y a une bascule, il y a un shift d'identité qui se fait effectivement. Mais ce n'est justement pas expérimentiel, cette bascule. Et ça ne tombe pas par hasard sous le coco des gens. Donc, attention à ce genre de discours, la façon dont ce monsieur explique les choses. Il y a beaucoup de raccourcis. C'est un petit peu comme quand on voit chez les entrepreneurs, wow, il a gagné 1 million, allez, cette année, juste comme ça. Non, il y a eu beaucoup de préparation avant. Il le dit lui-même. Il avait commencé à faire un travail sur lui. Il avait retiré pas mal de couches. Bon, ici, il parle de shorts, je sais pas tout quoi là. C'est une belle image, ok, mais en gros, il avait déjà fait un travail sur lui. Et puis, il a expérimenté un moment où on lui a montré la réalité en fait. Ça, c'est Ishvara qui est aux commandes. On appelle ça la grâce d'Ishvara dans les milieux traditionnels. Et donc, qui fait en sorte d'illuminer de Sattvik ton corps subtil, donc ton mental, et tu vis une expérience transcendantale. Toutes les expériences ont un début et une fin. Ces expériences ont un seul but, l'enseignement, te faire comprendre que tu es déjà ce que tu recherches et te faire voir, entrevoir une autre réalité. Déjà pour faire exploser ta bulle justement de mensonges et de tes croyances en fait et de tes conditionnements. C'est genre, paf, regarde, il y a une autre façon de voir la vie. Mais la réalisation du soi n'est pas une expérience. Et la réalisation du soi ne passe pas obligatoirement par une expérience. Par contre, l'expérience est toujours riche d'enseignements et c'est là où certaines personnes vont en tirer des grandes leçons et vont les intégrer automatiquement. C'est rare, ça arrive, c'est rare, mais ça existe. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas et c'est peut-être le cas de ce monsieur ici. Mais pour ça, il faut un esprit extrêmement mûr. Un esprit extrêmement mûr ne veut pas dire quelqu'un qui a médité pendant 30 ans ou qui a passé 10 ans de sa vie dans un ashram en Inde, etc. Il y a aussi
quelque chose de karmique derrière. Il faut avoir un bon karma, dans le sens, faut avoir accumulé des bons points pour aller vite dans cette vie-ci. De nouveau, c'est pas non plus, allez, forcément, ça va accélérer le truc, mais c'est pas non plus indispensable d'avoir un bon karma. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir un esprit mûr, c'est-à-dire disponible pour intégrer la connaissance, parce que seule la connaissance crée la bascule, étant donné que seule l'ignorance de ce que tu es est ton frein. C'est parce que tu ne sais pas que tu es cette conscience hors du temps, hors de l'espace, entière et complète, jamais née, que tu n'as pas réalisé que tu es le soi, que tu es ça. Donc, seule la connaissance peut annuler ton ignorance et créer cette bascule, ce shift d'identité. Mais c'est pas l'expérience qui fait ça. C'est l'enseignement qu'il y a derrière l'expérience. Et en plus, comme je le disais, cet enseignement, dans la grande majorité des cas, a besoin d'être répété par un enseignant extérieur vivant, parce qu'on n'apprend pas, on ne vit pas cette bascule à travers, en mangeant des livres, des livres, des livres. Il faut justement un enseignant qualifié qui pointe là où ton esprit te joue encore des tours, là où tu es encore en train de te perdre. Donc, soit tu es hyper qualifié, effectivement, mais de nouveau, c'est extrêmement rare, extrêmement rare. Même un gars comme Ramana Maharshi a été confronté à un moment donné aux enseignements du Vedanta aussi, ce qui est venu solidifier la grande compréhension qu'il a eue pendant son expérience mystique extraordinaire à l'âge de 16 ou 17 ans. Donc attention, quand on entend ce genre de témoignages, surtout n'allez pas penser que parce que vous n'avez pas encore vécu d'expérience mystique, vous n'y êtes pas arrivé ou c'est incontournable. Et vice-versa, ce n'est pas parce que vous avez vécu des expériences mystiques que vous êtes réalisé non plus. Vous avez peut-être compris des trucs, mais c'est pas du tout la fin du chemin. Non, mais c'est super intéressant. Ouais. Mais Voilà. tu sais, t'as peut-être pas suivi de voie de, je veux dire, de recherche spirituelle, de quête d'absolu, mais tu sais quoi, j'ai suivi le même parcours. C'est-à-dire que les 2 années précédentes ce basculement, je n'ai fait qu'une seule chose, c'est d'être authentique. C'est-à-dire essayer d'écouter là ce qu'il y a là, Ouais. et qui me disait toujours si j'étais en train de me mentir, Ouais. en train d'être dans de me tordre, d'être, Ouais. voilà, de faire des compromis. Et puis en fait, Semblant, oui. à partir de là, ça a été, pour moi, c'est ça, se tailler un short, pour prendre ton expression. Oui, Et oui, à ce oui. moment-là, j'ai dit stop, quoi. J'ai dit non à ceci, non à cela, Oui, plus. c'est Et ça, puis ouais. pour être en vérité, enfin, tout simplement pour être aligné avec ce que ça disait là. Oui, c'était juste ça. Moi, c'était ma seule ambition, c'était d'être aligné, voilà, pour pas être mal à l'aise en étant de travers, quoi. Parce que quand on Mm. n'est pas honnête, automatiquement on est mal à l'aise. Donc c'était désagréable, voilà. Je voulais juste que ça, voilà, éviter le désagréable, donc le plus entre guillemets vrai possible, et puis c'est tout, quoi. Et Ouais. donc c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Mais en fait, dans les traditions, après, on retrouve, il y a ce genre de processus qui est, enfin, pas exactement, mais c'est un processus d'élimination, tu sais, où on enlève tout, pas ceci, pas cela, pas ceci, pas cela. Donc, Neti. c'est la Mm. même chose, en fait, hein. Oui, elle l'a mentionné, la vite fait, neti neti, je ne suis ni ce corps ni cet esprit. C'est très courant dans l'hindouisme et même Sri Ramana d'ailleurs utilisait beaucoup son neti neti, mais c'est pas suffisant. C'est définitivement pas suffisant pour vivre une réalisation ferme et irréversible. Même si le chemin qu'ils semblent développer tous les deux, cette espèce de chemin de dépouillement de ce qui est pas aligné, euh, je l'utilise de façon indirecte, mais ça reste un chemin préparatoire. Honnêtement, c'est pas ça qui mène à la bascule. La bascule, c'est vraiment la compréhension de ce que tu es. C'est la fin de ton ignorance. C'est le voile qui est levé sur ce que tu es. Donc, t'as beau être hyper aligné avec ton personnage, arrêter de te mentir, euh, adopter une vie extrêmement dharmique, donc qui respecte les lois de l'univers. Ce que ça va faire, c'est que ça va calmer à fond ton mental.
ça va te permettre de jouir de la vie. Et effectivement, en fait, ce dont ils sont en train de parler, c'est une forme de bhakti yoga. C'est une forme de dévotion. Sauf qu'elle est tournée vers l'intérieur entre soi et soi. Et c'est merveilleux, entre parenthèses. Hein. Comme je le disais, c'est une voie que j'utilise aussi, le bhakti yoga, par rapport aux gens qui me suivent dans ma propre communauté privée. On passe par le bhakti yoga envers soi. Mais c'est à titre préparatif. De nouveau, il y a des prérequis pour la libération, pour moksha, pour la réalisation du soi. Et ces prérequis, c'est un mental me calme. C'est avoir la foi en la vie. C'est allez, j'ai fait un livret pour qui ça intéresse sur les 12 prérequis à l'illumination qui se trouve gratuitement sur mon site. Hein, si ça intéresse, je le dis en passant vite fait. Mais donc là, ils sont en train de parler en fait d'une grosse préparation qui est un incontournable effectivement. Mais attention, ce n'est pas une voie qui mène à la fin de la quête. C'est une voie qui mène à la préparation et qui rend les gens extrêmement réceptifs à la connaissance, qui est donc le pas ultime, la fin de la quête. Ouais. En fait, Sans le savoir, mais c'est ça que les traditions le structurent et le proposent en enseignement, puisqu'on parlait d'enseignement, bon, bah, c'est super. Mais en fait, c'est naturel, quoi. C'est un processus naturel. C'est la conscience. Non, ce n'est absolument pas naturel. Au contraire, nous naissons dans un concept, une réalité extrêmement duelle, où je me sens un petit être humain paumé, sans aucun pouvoir, à la merci du monde. Si j'ai pas la connaissance, je peux très vite penser que ce monde est absolument chaotique. Hein. D'ailleurs, il y a qu'à voir dans tous les milieux spirituels, face à tous les grands gourous, il y aura toujours à un moment donné un disciple qui va poser la fameuse question: comment ça se fait qu'il y a autant de cruauté dans le monde? Comment ça se fait qu'il y a autant de souffrances? Comment ça se fait qu'il y a encore des guerres? Si ce monde est bénin, si l'univers est bénin, si Dieu est amour, paix, etc., comment ça se fait? Et ça, de nouveau, il n'y a que la connaissance qui va répondre de manière extrêmement précise à toutes ces questions et qui vont permettre justement de calmer le mental et de comprendre la réalité. Donc non, c'est pas juste la voix ah je m'aime, je suis alignée, j'aime le monde, machin truc, sauf que si tu te retrouves en plein chaos, parce que la vie à un moment donné, elle va de toute façon t'envoyer du chaos, ça c'est pas assez solide en fait. Si tu veux rester vraiment dans l'œil du cyclone, parce que la vie est mouvement, la vie est bordel. Si tu veux rester dans l'œil du cyclone, il n'y a que la connaissance qui va t'y maintenir. Et donc, ces enseignements que vient de mentionner ce monsieur ne sont pas optionnels. Si tu veux connaître une vraie paix, si tu veux connaître, parce que réaliser le soi, c'est ça en fait, hein, c'est vivre en tant que la conscience que tu es, qui elle est toujours en paix constante, intouchée, intouchable. Donc ça veut dire que quoi qu'il se passe dans ton existence et autour de toi, genre on entre en guerre demain, genre t'as plus un bal sur ton compte en banque, etc., etc., tu restes dans ta paix, avec une foi solide et absolue, et pas une foi aveugle, quelque chose qui repose sur du concret, de l'absolu justement. Donc les enseignements ne sont pas optionnels, c'est pas des effets de mode, genre j'y vais ou j'y vais pas. Conscience qui s'appelle et puis c'est tout, quoi. Alors après, ça prend une forme, ça prend une autre, plus ou moins, mais bon, c'est la même, c'est naturel, quoi. C'est vraiment. Moi, c'était le chemin de la nature, vraiment au sens littéral, quoi. J'étais tout le temps fourré dans la nature, et dans la nature, tout enseigne en fait. Pas en termes de mental, de concept, mais tout enseigne tout le temps dans la nature. Quand tu marches dans la nature, quand tu es dans la nature, l'enseignement, il est là, quoi. Ça, c'est joli ce qu'il vient de dire, j'aime beaucoup parce que, et il a tout à fait raison dans ce qu'il vient de dire par rapport à l'enseignement. Si tu observes le monde,
tu ne peux pas renier qu'il y a une intelligence aux commandes. Dans le cas du Vedanta, on l'appelle Ishvara, Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle dans les trucs, dans les religions, dans le New Age. Mais Ishvara est aux commandes. Et c'est la même intelligence qu'on retrouve partout. Quand tu regardes le corps humain, quand tu regardes la nature, et effectivement, de nouveau, quand il admire ça, quand il voit ça, et quand il voit ça comme un enseignement, qui est en fait la présence de cette intelligence, ben, il est en plein bhakti. De nouveau, en fait, on parle ici de bhakti yoga, hein, la dévotion. Et c'est considéré par le Vedanta comme une voie indirecte de connaissance. À savoir, j'admire la nature, j'admire cette intelligence aux commandes, j'admire la conscience, Brahman, peu importe comment tu veux l'appeler, mais je la vois encore à l'extérieur de moi. Et donc, je reste dans la dualité. La non-dualité, c'est un sans second. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe en dehors de Brahman. Ni moi, ni la nature, ni la planète, ni l'univers, ni même Dieu. Il n'y a qu'une seule réalité absolue. Et donc ça, c'est la voie directe. La voie indirecte, c'est justement quand je vois encore les choses aller comme un objet, comme si j'étais séparée de ce que je vois. Disons que c'est plus facile dans la nature parce que la nature, il n'y a pas trop de challenge, je dirais, au niveau de la personne. Par contre, quand tu es en société, c'est là que tu vois si tu es juste t'es vrai Mm. ou ou tu fais semblant, ou tu mens, ou tu te mens, ou etc., etc. Je dirais à la rigueur, moi, c'est surtout au contact de l'autre, se C'est frottant à comme ça l'autre, que que j'ai là, commencé, c'est au contact de ouais. l'autre. Et Mm. plus j'ai éliminé, moins ça m'intéressait et plus je suis allé vers la nature. Ouais. Voilà. Alors là, je fais, allez, de nouveau un stop. C'est hyper important quand même de faire hyper gaffe dans ce genre de discours. Le but n'est pas de se couper du monde, mais en même temps, il faut s'en préserver aussi dans le sens, il y a des gens particulièrement qui nous tirent vers le bas. Et à un moment donné, la jeune femme parle d'alignement avec soi comme si c'était la clé qui allait résoudre tous tes problèmes et qui allait faire que tu allais avoir une super vie. Non, tu vas continuer à avoir du bordel. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu as réalisé le soi que le karma s'arrête. Quand on s'incarne, on a un karma prédéfini qui doit jouer. Et dans ce karma-là, il y aura non seulement des casseroles, mais il y a aussi les fameux vasanas qui deviennent, qui deviennent après les j'aime pas, qui font en fait notre personnage. Tous mes j'aime pas. Et il y a des trucs qui viendront toujours appuyer sur nos boutons. Bien sûr, ça aura nettement moins de prix, ça va glisser littéralement, mais on sera toujours challengé. Donc attention, atteindre l'illumination, donc surtout moksha, la réalisation du soi, ce n'est pas ah mais non, je vais vivre en mode bisounours et tous ceux qui vont me faire chier, je les éloigne. Non, tu vas continuer à avoir des problèmes entre guillemets, sauf que tu vas plus du tout les voir comme des problèmes et ton niveau de stress va être complètement mais il y aura encore de temps en temps des choses. Pourquoi? Un petit peu comme tu vas chez le médecin, il te tape sur le genou, tu as ta jambe qui fait ça, c'est du réflexe. Est-ce que ça a une incidence sur la santé de ton corps? Absolument pas. Eh ben, mon personnage, c'est pas parce que je suis illuminée que mon personnage, tout d'un coup, cesse d'exister avec toutes ces petites facettes propres à lui, avec son propre svadharma, ses ambitions, ses envies, ses goûts. Par exemple, j'aime le chocolat. C'est pas parce que tu deviens illuminé que tu n'aimes plus le chocolat. Allez, tu es plus sensible à l'injustice, etc. Pourquoi? Parce que dans ton karma aussi, il y a plein de choses qui sont liées par rapport à d'autres karmas, d'autres vies, etc. Et donc, tu as toujours ces influences qui sont dans le fond. Et les gros boulets, les gros paquets se nettoient grâce à moksha, donc la libération, la réalisation du soi, mais il y a quand même des choses très basiques qui restent. Et donc des moments où on va encore réagir. Et c'est OK. Fair enough. C'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est une voie royale pour moi, ça. C'est-à-dire, c'est la voie du cœur, c'est la voie de la présence par le sentir. À chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est on retourne l'attention pour dire est-ce que je suis, comment je me sens. Ah oui, c'est Donc, ça, c'est un c'est retournement de l'attention perpétuel.
Alors attention, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc elle retourne vers le soi, elle retourne vers le cœur, elle retourne vers son corps, vers son ressenti, vers son centre, tout ce qu'on veut. Ben justement, là, on n'est plus du tout dans la non-dualité. On n'est plus du tout dans je suis cela, dans les grands enseignements du Vedanta. Et là, en fait, sans s'en rendre compte, elle vient de glisser complètement dans la dualité. Si ton corps, tes ressentis, tes émotions, etc. sont ta boussole, ben du coup, allez, ça peut pas être de la non-dualité. Et ça, c'est un piège extrêmement subtil que peu d'enseignants ont compris. Il y a beaucoup d'enseignants qui se disent non-duel et qui, à un moment donné, vont trébucher dans la dualité. Quand on parle de non-dualité, il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de ressenti. La conscience que nous sommes n'a pas de corps, n'a pas d'esprit. Elle est la connaissance elle-même. Elle a besoin de rien, même pas d'un alignement, même pas de vivre une expérience, même pas de se reconnaître elle-même, de se chercher, etc. Non, c'est le témoin de tout ça. Et elle s'en fout littéralement. Elle a une existence propre, entière et complète. Donc, quand je dis oh, je regarde à l'intérieur, etc., ça c'est le personnage qui parle. Donc là, on est à fond dans la dualité. On n'est plus du tout dans la non-dualité. Donc attention, hein, allez, c'est subtil, hein, c'est subtil. Hein. Ça n'empêche que son chemin est magnifique. Attention, et que le Bhakti Yoga, parce qu'elle parle de Bhakti Yoga, peut-être sans le savoir, j'en sais rien si elle connaît, mais en tout cas, comme personne ne le mentionne encore ici et que tout le monde en parle, je pense qu'ils ne connaissent pas la notion de Bhakti Yoga, la dévotion, l'union avec Dieu par la dévotion. Et donc, forcément, si je donne l'attention à mon cœur, mes ressentis, mon alignement, c'est une façon déviée, en fait, de rendre hommage à Dieu qui m'a créé. Donc, ça, ce sont des voies indirectes qui servent de préparation à la non-dualité, mais on est toujours dans le jeu de la dualité ici, parce que je me prends encore pour le personnage. Comment je me sens? L'attention qui est pas, comment dire, conceptualisé, mais qui est là. Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Tout à fait, oui. Donc, en fait, ce que je partage, moi, en générique, c'est ce retournement de l'attention, et c'est tout, quoi. Ouais. Tu le mets en évidence, voilà. Oui, tout à fait. Il y a que ça. Après, il y a plein de façons de le pointer, mais je dirais le senti du est-ce que je suis moi? Enfin, est-ce que je suis vrai, quoi? C'est tout. Est-ce que je suis libre? Comment ça résonne à l'intérieur dans le corps? Est-ce qu'il y a de la joie? Ou est-ce que je suis en train de est-ce que ça dit oui? Voilà. Est-ce que je suis en joie? Est-ce que je suis libre? Donc là, elle parle de son personnage. Elle parle de l'objet qu'elle est en train d'observer. Elle n'est pas ce personnage. Elle n'est pas celle qui est libre ou coincée. Elle n'est pas celle qui est en joie ou triste. Donc là, elle est vraiment en pleine dualité. Parce qu'elle s'identifie à ce personnage qui est en joie, qui est aligné, qui est libre, etc., etc. La réalisation du soi, la connaissance fait exploser le système identitaire. Allez, après le jeu, il doit rien avoir. Je suis ce corps, non. Je suis ces émotions, non. Je suis cette vie, non. Je suis, mes pensées, non. Tu n'es pas cela. Et là, par contre, elle est complètement en train de brancher à cela. Que ça dit non? Ce truc-là, ben, c'est quelque part, on ne sait pas parce que c'est pas nécessairement dit comme ça. Hein. Tu sais, on peut pointer à essayer tu sais, le retournement du doigt de Douglas Harding, Ouais. de dire justement d'amener l'attention à revenir sur elle-même, en fait, à cet alignement, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de senti du cœur à ce moment-là. C'est un pur la présence qui est présente elle-même, c'est-à-dire la conscience consciente d'elle-même. Et c'est marrant parce qu'en plus, elle le touche du bout du doigt, hein, là. Elle s'en rend peut-être pas compte, mais en plus, elle tourne autour parce qu'elle parle de la technique Harding, là, sans tête, où je retourne le doigt vers moi. Et effectivement, la conscience que je suis ne peut pas être objectivée, ne peut pas être expérimentée. Et du coup, allez, tu peux juste être le témoin du truc. C'est normal, c'est comme une paire d'yeux. Une paire d'yeux ne peut pas se voir elle-même. La conscience que tu es, c'est la même chose. Tu peux pas l'expérimenter, tu peux pas la ressentir dans ton corps, même je ressens l'énergie, machin, fantasmagorique. Non.
L'énergie, c'est de la matière. Ta conscience, elle est hors du matériel. Elle est complètement en dehors même du jeu, même dans cet univers. La matière fait partie de l'univers. Ta conscience, elle est hors du jeu. Donc, c'est juste le témoin, en fait. C'est comprendre qui est en train d'observer le truc. Allez, tu ne peux pas être l'observé et l'observateur en même temps. Et donc, du coup, ben, comme elle sait pas faire ce retour vers elle, et qu'il suffit de dire j'existe, je suis cette présence, je suis là maintenant, cette présence, en train d'observer le jeu, quoi. Mais non, du coup, elle préfère plonger dans le corps par rapport à ses ressentis, plonger dans sa tête par rapport à ses émotions, etc. Et donc, plutôt que de réaliser qu'elle est le témoin, qu'elle est le sujet de sa phrase, elle se prend pour les objets, les compléments d'objets directs en grammaire. Je suis le corps, je suis mes ressentis, enfin, bref. Mm. Il se passe. C'est pour ça qu'il y a plein de voies, en fait. Il y a plein de façons. Ouais. Oui. Mais après, ça émerge de soi, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est, voilà, ça émerge doucement, quoi. C'est toujours là, sauf que comme la plupart du temps, c'est encombré par toutes nos histoires, on n'y est pas sensible, on ne l'entend pas. Mais en fait, Mais de nouveau, il n'y a rien à entendre, quoi. Et ça n'émerge pas, c'est ce qui est là avant, pendant et après, quoi. Oui, là, ils sont en train de se raccrocher à quelque chose d'expérimentiel où, genre, quand tu as tout retiré, oh, il y a encore une sensation, il y a une connaissance qui émerge. Non, tu es ça à chaque instant, en fait. Tu es cette conscience à chaque instant, que tu sois en train de causer là, que tu sois en train même de t'énerver sur quelqu'un ou t'es pas spirituel, machin, bisounours, t'es en train de tirer la gueule, tu es ça encore. T'es en train de dormir dans ton sommeil profond, tu vis une expérience pure de la conscience que tu es. Justement parce qu'il n'y a plus de bordel. Mais tu es ça tout le temps, en fait. T'as pas besoin de le voir. Tu es ça. Tu peux pas voir, en fait, ce que tu es. Tu peux pas. c'est toujours là. Mm. Donc, Oui. voilà. C'est la voie du désencombrement. Mais aussi. Ça, c'est juste. C'est ça. En fait, c'est tellement simple. Oui. C'est ça le truc. Ouais. Et- C'est vrai que moi, je donne souvent l'image de l'oignon, hein. On retire, on retire, on retire des couches, des couches, des couches de je ne suis pas cela, neti, neti, justement, je ne suis pas le corps. En fait, il faut savoir très concrètement que le Vedanta nous enseigne qu'on a 5 couches, on a 5 voiles superposées sur notre conscience qui, en fait, font qu'on se prend pour ce personnage. À travers, on a l'impression qu'on vit l'expérience d'une personne. Et il y a 5 voiles en fait, et c'est ces voiles-là en fait que le Vedanta fait sauter, notamment le corps, les émotions, les pensées, etc. Il y a 5 voiles en tout. Et une fois que tu as tout retiré, il reste plus rien parce qu'il y avait rien dès le départ en fait. et qu'un truc qui nous est demandé, c'est d'être nous. Ok. Alors, c'est quoi? Be true to yourself. Non, de nouveau, on te demande pas d'être toi parce que c'est qui toi? C'est pas ce personnage. Bien sûr, sois aligné avec le personnage, laisse-le kiffer sa vie, laisse-le faire ce qu'il a envie de faire, laisse-le suivre ses passions, n'aie pas peur de quitter ton job, c'est ça en fait, mais ça c'est une voie de préparation. Pour calmer le mental, tu vas laisser le personnage en fait vivre sa vie, plus il va s'alléger, sa charge mentale va être soulevée et enfin l'esprit va pouvoir accueillir la connaissance. C'est ça, tu peux être que toi-même. Ok. Alors déjà, ça, c'est pas évident. C'est Ouais. vrai. Oui. Mm. D'autant qu'encore une fois, là, on s'est raconté tellement d'histoires depuis l'enfance qu'on s'est imaginé plein de choses Très comme vrai. étant nous-mêmes, alors qu'en fait, il n'y a pratiquement rien de tout ça qui est vrai, quoi. Non, il y a absolument rien. Pas pratiquement rien. Il y a rien. C'est que des C'est ça. emprunts, C'est c'est ça. que Ce qui est- des masques. c'est ça. Qu'est-ce qui reste sans l'histoire, sans le Mm. conditionnement, sans le blabla, sans le machin? L'improvisation perpétuelle. Moi, ce que j'aime, Attention, si tu retires juste les conditionnements, les blabla, etc., il y a toujours un personnage, hein, comme je le disais, avec son karma, avec ses vasanas, ses j'aime pas, ses préférences et ses aversions. Donc, il reste quelque chose, hein. Mais justement, t'as jamais été tout ça, que ce soit un personnage hyper encombré ou un personnage hyper peace and love, désencombré. C'est pas ça la réalisation.
Ça, c'est l'étape incontournable pour la réalisation. J'aime bien, qu'est-ce qui reste sans l'histoire, c'est Byron Katie. Je l'ai découvert il y a plus de 20 ans, mais quand j'ai découvert, j'ai dit, ouais, c'est génial, c'est simple, c'est direct, voilà, il y a pas de fioriture, quoi. Mm. Elle fait pas dans l'enseignement traditionnel, elle est directe, paf, et voilà, elle fait un petit processus en échange avec les gens qu'elle accompagne, et paf, voilà, ça y est, tu y es. Ah ben voilà. Baron Katie, c'est aussi du New Age, hein. C'est aussi, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas mal, mais c'est aussi quelqu'un qu'on va retrouver dans les étapes intermédiaires de la réalisation du soi. T'as des enseignants pour tous les niveaux. Tout comme à l'école, tu as des professeurs, allez, t'as des instituteurs, t'as des profs, allez, de collège, de lycée, et puis t'as des profs d'unif, quoi. Et donc, ben oui, on a besoin d'évoluer, de grandir, de préparer son mental. Et donc, allez, si on doit hiérarchiser le truc, allez, tout le monde a son utilité, des Baron Katie, etc., etc. Mais il faut savoir qui fait quoi. Baron Katie fait aussi partie de la préparation indispensable, la purification de l'esprit pour permettre la connaissance. Super. Ah, je trouve ça J'en ai génial. entendu parler, ouais, ça l'appelle The Work. Ouais, Ouais. Work, oui, le travail. Mm. le J'ai pas travail. Alors trop ça, c'est compris. un mot qu'il faut pas dire. Faut pas, il n'y a pas de travail. Ben, moi, je dis que si, mais bon, après, c'est pas. Quand je dis que si, je dis c'est mon expérience. Je dis pas que c'est une généralité. Eh bien, si, Charles, là, pour le coup, tu pouvais le dire que c'est une généralité. Il y a un travail à faire. Stop au Neo-Advaita ou au truc New Age où on pense qu'on se met à côté d'un gourou au Shakti puissant, donc énergétiquement très puissant, et que il va, allez, on va absorber le truc, il va nous exploser le système, et ça y est, on est réalisé, on n'a rien à foutre. On est vraiment des gros fainéants hein, en Occident par rapport à la spiritualité. Euh, Ça prend pour certains une vie, la réalisation. Chez d'autres, les esprits particulièrement mûrs, les adhikaris, ça peut aller extrêmement vite, mais en général, ça prend 20, 30, 40 ans, quoi. Et oui, c'est un gros travail. Pourquoi? Parce que le mental, c'est le dictateur, là, et il faut aller casser justement tous ces conditionnements, ces croyances, etc. Lâcher l'envie d'avoir raison, lâcher mes idées sont les vraies, etc., etc. Quoi. Ça demande beaucoup de déconstruction. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le Vedanta. Hein. Il déconstruit en fait petit à petit ton concept, ton système identitaire. C'est une déconstruction du système identitaire. Et justement, on veut pas que ce soit brutal. Moi aussi, hein, comme apparemment ces deux personnes, j'ai vécu un éveil extrêmement brutal, mais ça n'a certainement pas été la fin du chemin. Ça a été le top départ plus qu'autre chose, et surtout le top départ de quoi? De cette déconstruction identitaire. J'ai tout de suite su que j'allais devoir passer par là. Et donc, j'ai été très vite personnellement. Pourquoi? Parce que euh, j'étais pressée d'arriver au bout. J'étais curieuse, je voulais voir, je voulais comprendre, et du coup, je ne donnais aucune importance à mes idées, mes concepts, etc. Je testais, je voyais si ça marchait. Point. Mais ça demande beaucoup de maturité, en fait, maturité émotionnelle aussi, pas partir en sucette, être susceptible, ces choses comme ça, quand un enseignant te pointe du doigt là où ça coince, quoi. Ça demande beaucoup de choses, il y a un vrai travail à faire. Appelons un chat un chat. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Vedanta n'est pas vendeur, parce que forcément, il y a une logique, il y a un job à faire derrière, etc. Tandis que les autres, on te dit, tu es déjà cela, il n'y a rien à faire, namasté, peace and love, machin. Alors les gens adorent, quoi. Et du coup, oui, ces enseignants spirituels-là, ils ont des foules, ils remplissent des salles entières, etc. Bah oui, forcément, ça plaît, hein, mais voilà, ça plaît, mais c'est pas ça la fin du chemin, quoi. Une fois que tu rentres chez toi, allez, peu de temps après, whoop, ça va retomber comme un soufflet. Je dis que moi, d'une certaine façon, ça a été une sorte de travail ce que j'ai fait. Je peux pas dire que j'ai pas un travail, enfin, que ça n'a pas été un travail. Bah Être ouais, honnête dis-le, avec soi-même, dis-le. c'est pas cadeau d'office, quoi. Ouais. Exact, Il y a du merci. nettoyage à faire, il y a du tirage à faire, ça grince à Et c'est droite, à gauche. douloureux. Voilà, faut Ouais, se ça lever un bouscule. peu, voilà, un peu la conscience, faut se tirer un peu la conscience. C'est d'ailleurs pour ça que un des prérequis pour l'illumination, moksha, la libération, la réalisation du soi, c'est un désir brûlant.
d'être libre, un désir brûlant de connaître le soi, de connaître Dieu, peu importe ce qui nous attire. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas vraiment envie de ça, tu vas être découragé. Et ouais, il faut le dire, quoi. Ouais, c'est clair. Pour C'est moi, mon c'est expérience. aussi ça. Voilà. Oui, oui, c'est tout ce tout ce qui est faux doit tomber, quoi. Tout ce qui est du vent, tout ce qui est du conditionnement, du besoin de validation, de la comparaison, du machin. Tout ce qui est du pas vrai, pas la propre l'expression. Sinon, il y a un grand je ne sais pas qui émerge derrière tout ça. Parce que c'est ça qu'on lâche, c'est le je sais. Ah, c'est dur pour la tête, hein, mais parce elle a rien à faire dans l'histoire. C'est pour ça que. Oui, c'est le conditionnement qui renacle, hein. C'est que le conditionnement, hein. Pour Mm. la tête, c'est pas dur, c'est dur pour le conditionnement. La tête, elle s'en fout, en fait. Le conditionnement n'est pas la seule problématique, hein. Comme je le disais, il y a quand même du karma qu'elle a. Et donc, dès que tu nais, tu as quand même des bagages. Tu traînes des casseroles. Du coup, quand tu fais un gros travail comme ça de déconstruction, ben, tes casseroles vont remonter parce que Ishvara, il va être content. Il va dire, oh putain, il y en a un qui travaille là, je vais lui envoyer le truc et je vais lui donner la possibilité de nettoyer ses casseroles, toutes ses casseroles. Tu as même du karma pas prévu pour cette vie-ci qui peut remonter, qui remonte d'ailleurs bien souvent. Mais bon, ça, je rentre dans des choses extrêmement complexes parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 karmas au départ et enfin bref, je vais pas m'étaler trop là-dessus, mais C'est ça le truc, c'est que on fait des. C'est que ce qu'on a mis dans la tête, c'est pas la tête. Voilà, je chipote, hein. Mais voilà, c'est que notre conditionnement. En fait, on est tout le temps en référence à un conditionnement type, euh, qu'on imagine universel en plus, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. c'est clair. Moi, justement, par rapport à l'Inde, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de comprendre qu'en Inde, en fait, ma logique, elle avait pas cours, elle avait plus cours. Elle avait cours ici dans le monde occidental parce qu'on a tous à peu près la même logique, même si tout est tordu, c'est pas grave. On croit qu'on se comprend et on est dans le même, à peu près les mêmes systèmes de logique. Mais en Inde, ils n'ont pas du tout le même système de logique. Donc là-bas, mon système de logique, eh ben, il marchait pas. Et donc, ça m'a permis de le voir, quoi, que j'étais dans un système de logique, dans un conditionnement, d'une part qui n'était pas universel et d'autre part qui était inutile. Donc, ça m'a permis de lâcher. Magnifique, son mot de la fin est juste magnifique. Je vais repasser, hop, parce que là j'ai la publicité qui s'est enclenchée. Ah oui, je ne voyais plus où j'étais. Alors, je disais, magnifique conclusion de ce monsieur où effectivement il s'est rendu compte, allez, que finalement ses croyances n'avaient absolument aucune importance. Pour résumer cette vidéo, 2 charmantes personnes, de très 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 belles énergies, et mais par contre, on n'a pas du tout rempli le contrat de la non-dualité. Hein. Ça, soyons très clairs. Cette vidéo, le contenu en tout cas de cette vidéo, ne représente pas du tout la non-dualité. Très concrètement, de quoi ça cause du bhakti yoga, mais aussi surtout ce qu'ils ont expliqué tous les deux, merveilleusement bien d'ailleurs, cette déconstruction identitaire qu'ils ont faite, c'est ce qu'on appelle en fait dans la tradition la purification de l'esprit. Tout le monde y passe, en tout cas ceux qui veulent être réalisés. Et surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que une fois la réalisation atteinte, entre guillemets, parce que ça ne s'atteint pas vraiment, mais enfin, vous l'aurez compris, vu que je répète les choses en boucle, hein, c'est normal, je martèle l'information pour qu'elle s'ancre. Je disais donc, ce qu'on sait moins, et ce que beaucoup d'enseignants, voire d'illuminés, pardon, ne disent pas, c'est que cette purification continue après moksha, après la réalisation. Parce qu'il y a tellement de nettoyage à faire que il y a un prérequis, un minimum requis de nettoyage à faire, de purification de l'esprit à faire pour que la connaissance puisse insuffler et avoir cette bascule. Mais ensuite, c'est important de continuer le job et d'ancrer. On appelle ça en fait dans la tradition l'actualisation en fait. C'est comme si on devait maintenant faire en sorte que cette nouvelle connaissance, ce nouveau système identitaire soit ferme et irréversible, stable et irréversible.
Ici, je n'en sais rien, je suis pas dans leur tête, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas parlé de dualité, de non-dualité, pardon. Ça n'a parlé que au niveau duel. Et souvent, comment la grande majorité des gens et des enseignants ont vécu des expériences, ont compris des choses, ont fait un gros travail et sont vraiment au bout du bout, mais se projettent encore dans le personnage. Et là, le discours était quand même très clair, surtout de la jeune femme, quand elle dit retourner vers soi, vers soi, vers soi. Ben non, si tu te retournes vers soi avec le S majuscule, il n'y a rien à se retourner en fait. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de ressenti, il n'y a plus de corps. Si tu te tournes vraiment vers la conscience que tu es, la non-dualité que tu es. Donc voilà pour ce qui est de la conclusion de cette vidéo. De nouveau, ce n'est pas les personnes que je juge, ni la qualité de leurs enseignements, etc. Tous les enseignants ont leur place sur cette planète. Et au contraire, je les découvre avec plaisir parce que il y a une très très belle lumière et énergie qui se dégage derrière eux. Maintenant, pour les gens logiques qui ont un désir brûlant de vivre moksha, d'être libérés et de réaliser le soi, l'enseignement est essentiel, incontournable, parce que la connaissance est incontournable et donc ces voies sont essentielles au niveau préparatoire, mais continuez vos recherches. Allez visiter mon site, par exemple. Je donne des ressources et pas uniquement en mon nom, mais je donne aussi des noms d'autres enseignants qualifiés pour atteindre Moksha. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, je réponds toujours avec plaisir.